J'ai investi 45 000 réaux dans la célébration du mariage de mon fils. Et pourtant, au moment des discours, il a prononcé ces mots: « Je souhaite remercier celle qui a été comme une véritable mère pour moi », en désignant la mère de sa femme. Pas moi. Je n'ai rien dit sur le moment. Mais ce que j'ai fait ensuite, il ne l'oubliera jamais. Je suis Martha Silva, j'ai 68 ans, et aujourd'hui encore, assise sur le bord de mon lit dans ce petit appartement, je ressens le poids amer de ce samedi qui a marqué ma vie d'un coup de poignard invisible. Ce jour-là aurait dû être l'un des plus joyeux de mon existence. Il est devenu celui de ma plus profonde humiliation. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une douleur si vive qu'elle semble vouloir vous exploser dans la poitrine? Voilà ce que je vis depuis maintenant 3 mois. 3 mois depuis que Luis, mon fils, s'est marié. 3 mois que je rumine cette phrase qui a suffi à anéantir 41 années de dévouement. Je n'ai jamais prétendu être sa mère biologique. Luis est entré dans ma vie lorsqu'il avait 3 ans, peu après le drame qui a coûté la vie à ma sœur Sonia et à son mari Carlos, dans cet accident tragique de 1987. Mais dès l'instant où il s'est blotti contre moi en sanglotant, orphelin et brisé, j'ai su, ce petit garçon serait mon fils. Ni le sang ni les gènes n'avaient d'importance. C'était un cadeau venu du ciel. Je l'ai élevé seul. Mon mari, Manuel, m'avait déjà abandonné 2 ans avant l'accident, après qu'on m'eût annoncé que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Il m'avait dit qu'il ne voyait aucun intérêt à rester auprès d'une femme incapable de perpétuer sa lignée. Cette blessure m'a dévastée. J'avais 28 ans à l'époque, sans enfant, sans mari, sans avenir clair. Mais tout a changé avec l'arrivée de Luis. Grâce à lui, j'ai retrouvé un but. Je me suis mise à faire 1000 petits boulots: couturière à domicile, laveuse de linge, femme de ménage, vendeuse de sucreries dans la rue. Tout pour lui assurer une vie décente. Il ne manquait de rien. Je veillais à chaque détail. Je me revois encore, piquant l'aiguille jusqu'à l'aube pour finir une commande et pouvoir payer ses frais de scolarité. Mes doigts gonflés, mes yeux brûlants, mon dos endolori, mais je ne fléchissais pas. Chaque centime gagné était un pas vers un avenir meilleur pour lui. Il m'a toujours appelée maman. Jamais il ne s'est posé de questions. À 18 ans, j'ai pleuré de joie lorsqu'il a décroché son baccalauréat, le premier dans notre famille. Quand il a été admis à l'université pour devenir ingénieur, j'en suis tombée à genoux, submergée par l'émotion. Même durant ses études, il me restait proche. Il rentrait régulièrement à la maison, me racontait ses journées, ses profs, ses amis. On partageait les repas, on regardait la télé ensemble. À ce moment-là, je me sentais comblée. J'avais un fils attentionné, gentil, intelligent. Le jour où il a obtenu son diplôme, à 24 ans, j'ai organisé une petite fête chez nous. Rien d'extravagant, juste quelques voisins, des bonbons faits maison, brigadeiros et béginots, préparés avec tendresse. Il portait un costume emprunté, mais rayonnait avec son diplôme à la main. J'ai pris tant de photos que j'ai rempli 2 rouleaux entiers. Je voulais que chaque souvenir de ce moment reste gravé. Après cela, Luis a trouvé un bon emploi dans une entreprise de construction. Son salaire dépassait tout ce que j'avais pu gagner. Il ne m'oubliait pas, il contribuait aux courses, payait les factures. J'étais fière. Il était devenu un homme responsable. À 35 ans, il vivait encore avec moi. Certains voisins lui glissaient qu'il était temps de se marier, de prendre son envol. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. J'aimais le savoir près de moi. Je continuais à lui laver ses habits, cuisiner ses plats, garder notre maison propre. C'était mon rôle de mère, et je l'acceptais avec bonheur. Puis, 6 ans plus tôt, quelque chose a changé. Il est rentré un jour, différent. Plus léger, plus souriant. Et il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un à son travail, une secrétaire prénommée Luana. Il m'a parlé d'elle avec une telle affection que j'ai tout de suite su que c'était de l'amour. J'étais heureuse pour lui. Bien sûr, chaque fils mérite de trouver l'amour. Mais quand Luana est rentrée dîner pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Elle était jolie, bien habillée, polie, mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand elle me regardait. Une froideur, une distance qui me gênait. Pendant le dîner, elle m'a à peine adressé la parole. Il répondait par monosyllabes, sans jamais quitter sa montre. Les mois suivants, Luis a commencé à sortir davantage. Je rentrais tard, je passais les week-ends chez elle. Je comprenais, bien sûr. Il était amoureux, c'était naturel, mais j'avais l'impression de perdre mon fils petit à petit. Nos conversations se sont raréfiées. Il restait plus souvent dans sa chambre, toujours sur son téléphone portable. Lorsqu'ils ont officialisé leur relation, j'ai essayé de me rapprocher de Luana. Je lui ai proposé de lui apprendre à préparer les plats préférés de Luis. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire, que sa mère lui avait déjà tout appris.
Je l'ai invitée à déjeuner avec moi un dimanche. Elle a inventé une excuse. Je voyais bien qu'elle ne m'aimait pas, mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai toujours été polie, respectueuse, je ne m'immisçais jamais dans leur vie, mais c'était comme si ma présence la dérangeait, comme si j'étais un obstacle entre elle et Luis. 3 ans plus tard, ils ont annoncé leurs fiançailles. J'ai pleuré de joie, je les ai serrés dans mes bras et je leur ai dit que j'étais si heureuse. Luana a souri, mais c'était un sourire forcé. Quand j'ai commencé à parler des préparatifs du mariage, elle a dit que sa mère s'occuperait de tout, que je n'avais pas à m'inquiéter, mais que je voulais y participer. C'était le mariage de mon fils. J'avais le droit d'aider. Je lui ai offert une partie de mes économies, 45 milliards dollars, que j'avais économisées au fil des années, en économisant centime par centime. C'était pratiquement tout ce que j'avais. Luana a été surprise par la somme. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce qu'une couturière à la retraite ait autant d'économies. Elle a accepté l'argent, mais a dit qu'elle se chargerait de tout choisir. Le buffet, la décoration, la robe, tout. Il fallait juste que je sois présente le jour J. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai ressenti un pincement au cœur. Ce n'était pas une douleur physique, c'était quelque chose de plus profond. C'était le sentiment d'être exclue du moment le plus important de la vie de mon fils. Mais j'ai essayé de repousser ces pensées. Peut-être était-ce simplement le stress, l'anxiété liée au mariage. Au cours des mois suivants, Louise est devenu de plus en plus distant. Il ne rentrait que pour dormir. Il ne me parlait plus des préparatifs. Quand je lui demandais quoi que ce soit, il me disait que Luana s'occupait de tout, que je n'avais à me soucier de rien. Une semaine avant le mariage, Luana m'a appelé pour me dire qu'elle avait besoin de me parler. Il est rentré un jeudi après-midi. Elle était élégante, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de déterminé, presque cruel. Elle s'est assise dans mon salon et est allée droit au but. Elle a dit qu'après le mariage, ils vivraient dans un appartement qu'ils avaient acheté, que je ne pouvais plus traiter Luis comme s'il était mon fils, qu'il avait une nouvelle famille maintenant et que je devais comprendre ma place. Ces mots m'ont choquée. J'ai demandé quel était cet endroit. Elle m'a répondu que j'étais juste la tante qu'il avait élevée, pas sa mère, que sa mère était décédée et qu'il avait maintenant une nouvelle famille. Il m'a dit que je pouvais leur rendre visite de temps en temps, mais que je ne pouvais plus interférer dans leur vie. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Après 41 ans passés à m'occuper de ce garçon, je n'étais plus que la tante qu'il avait élevé. Moi, celle qui se levait à l'aube quand il était malade, qui redoublait d'efforts pour payer ses études, qui sacrifiait ma vie pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Luana a quitté ma maison ce jour-là, lui faisant comprendre que mon rôle dans la vie de Luis était terminé, que le mariage ne serait qu'une formalité et qu'après, je devrais me contenter de quelques bribes d'attention. Je suis restée assise dans mon fauteuil jusqu'à la nuit, essayant de digérer tout ce qu'elle avait dit. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Ce n'était pas que des larmes de tristesse, c'étaient des larmes d'indignation. Comment osait-elle me révéler ma place dans la vie de mon fils? Comment Louis pouvait-il la laisser me parler ainsi? Mais le pire était à venir. Le pire arriva le samedi suivant, le jour du mariage. Le jour où je découvris que toutes les paroles cruelles de Luana n'étaient qu'un signe avant-coureur de l'humiliation qui m'attendait. Ce matin-là, je me réveillais avec une oppression inexplicable. J'avais l'impression que mon cœur savait que quelque chose de terrible allait arriver. Je pris mon petit déjeuner seul, regardant par la fenêtre de la cuisine, essayant de chasser les pensées négatives. C'était le mariage de mon fils. J'aurais dû être heureuse, mais je n'y arrivais pas. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension qui ne voulait pas disparaître. Les mots de Luana résonnèrent dans ma tête. Tu n'es que la tante qui l'a élevée. Comme si 41 ans de dévouement absolu n'était qu'une faveur que j'avais rendue à la famille. J'enfilai la robe verte et turquoise que j'avais achetée spécialement pour le mariage. Rien de trop cher, mais convenable et élégante. J'étais allée chez le coiffeur vendredi. Je voulais être belle pour le mariage de Luis. Peu importait que Luana m'ait clairement fait comprendre que je n'étais qu'un personnage secondaire dans cette histoire. C'était le mariage de mon fils, et j'allais y assister. Mais en me préparant, en me regardant dans le miroir, j'ai ressenti une solitude inexplicable. Je me préparais pour le mariage de mon fils, mais je me sentais comme une étrangère, comme si je n'avais aucun droit d'être là, de participer à ce moment spécial. Une fois mes préparatifs terminés, je me suis assise dans le salon et j'ai attendu, espérant que Luis viendrait, qu'il viendrait me chercher, qu'il voudrait être avec moi avant le mariage. Mais les heures passaient et rien. Le téléphone ne sonnait pas, la porte ne s'ouvrait pas. J'étais complètement seule pour le jour le plus important de la vie de mon fils. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout ce que Luana avait dit était vrai. J'étais vraiment exclue de la vie de Luis. Ce n'était pas de la paranoïa, ce n'était pas mon imagination,
c'était la réalité crue et douloureuse que j'avais tenté d'ignorer si longtemps. J'ai pris mon sac, fermé la maison à clé et appelé un taxi. J'allais au mariage, mais je n'étais plus la même femme avec qui je m'étais réveillée ce matin-là. Quelque chose avait changé en moi, une prise de conscience douloureuse mais libératrice. Je n'étais plus importante dans la vie de mon fils. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse fût-elle, me donnerait la force nécessaire pour affronter tout ce qui m'attendait. Le jour du mariage s'est levé ensoleillé, un de ces jours qui semblent bénis par Dieu. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, comme toujours, mais cette fois avec des papillons dans le ventre que je ne pouvais expliquer. C'était le mariage de mon fils, le jour dont j'avais rêvé pendant tant d'années. J'ai préparé mon café, me suis assise dans la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre, imaginant à quoi ressemblerait ce jour spécial. Mais il y avait quelque chose de différent ce matin-là, une sensation étrange, comme si mon cœur savait quelque chose que mon esprit n'avait pas encore assimilé. J'ai essayé de chasser ces pensées négatives. C'était le mariage de Luis. J'aurais dû rayonner de bonheur. La cérémonie aurait lieu à 16 heures dans une église du centre-ville de Sorocaba, une grande et belle église que fréquentait la famille de Luana. Je n'y étais jamais allée, mais Luis m'a dit qu'elle était magnifique, qu'il l'avait choisie avec soin. J'étais heureuse qu'il ait une cérémonie religieuse. Je l'avais toujours élevé dans les valeurs chrétiennes. Toute la matinée, j'ai attendu Luis. Je pensais qu'il voudrait peut-être se préparer ici, ou au moins passer me voir avant le mariage. Après tout, c'était un jour spécial pour nous deux. Mais les heures passaient et rien. Midi, 1 heure, 2 heures. Le silence était assourdissant. À 14h30, je n'en pouvais plus de l'angoisse et j'ai appelé son portable. J'étais nerveuse, inquiète. Il a répondu précipitamment, avec des voix en fond sonore, de la musique et du bruit. Il a dit qu'il était chez les parents de Luana en train de se préparer, qu'il avait beaucoup à faire, qu'on se verrait à l'église. Il n'a même pas demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'être ramenée, rien. Il a simplement raccroché. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, avec un pincement au cœur. Mon fils allait se marier et, dans l'effervescence des préparatifs, il ne s'était même pas souvenu de moi. Mais j'ai essayé de ne pas y penser. C'était peut-être le stress, l'anxiété du marié. Tout le monde ressent ça le jour de son mariage. J'ai pris un taxi pour l'église. Le chauffeur, un homme sympathique nommé Joao, m'a demandé si j'allais à un mariage. J'ai dit oui, que c'était celui de mon fils. Il m'a félicité et m'a dit que je devais être très fière. J'ai souri et j'ai dit oui, mais au fond de moi, j'éprouvais une angoisse inexplicable. En arrivant à l'église, j'ai été impressionnée par la décoration. Des fleurs partout, de magnifiques compositions, tout était très élégant. La famille de Luana avait vraiment de l'argent et du goût. Je me sentais petite au milieu de tout ce luxe, mais j'essayais de garder mon calme. Une partie de cet argent m'appartenait, une partie de mes 45 000 réaux. J'ai cherché une place. Je ne savais pas où était ma place. Personne ne me l'avait dit. J'ai vu que les premiers bancs étaient réservés aux familles. À droite, il était écrit « Famille de la mariée ». À gauche, « Famille du marié ». J'ai été un instant perplexe, mais je me suis dirigée vers la gauche. Arrivée, une jeune femme qui organisait les invités m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit que j'étais la mère de Louise. Elle m'a regardée de haut en bas, a consulté une liste qu'elle tenait et m'a conseillé de m'asseoir plus au fond, que les premiers bancs étaient réservés à la famille proche. J'ai senti mon visage s'embuer de gêne. Comment ça, plus au fond? J'étais la mère du marié. Il n'y avait personne plus près que moi, mais je ne voulais pas faire de scène. J'ai accepté le 4e banc, derrière des inconnus, des gens qui avaient sans doute moins d'importance que moi dans la vie de Luis. En attendant le début de la cérémonie, j'ai regardé l'église se remplir. Il y avait tant de personnes élégantes et bien habillées qui discutaient avec animation. Je ne me sentais pas à ma place parmi tous ces gens. Je ne connaissais personne. Personne ne s'est approché de moi. C'était comme si j'étais une étrangère au mariage de mon fils. De ma place, je voyais le premier rang à gauche. Les parrains et marraines de Luis étaient là, des cousins éloignés que je connaissais à peine, ses collègues, des personnes qui ne connaissaient mon fils que depuis quelques années, assis à la place d'honneur, tandis que moi, qui l'avais élevé depuis ses 3 ans, j'étais reléguée au dernier rang. Lorsque la cérémonie a commencé, mon cœur s'est emballé. Luis est arrivé en premier, beau en smoking, marchant aux côtés du père de Luana. J'avais envie de pleurer de fierté en le voyant là, si élégant, si mature. Mon fils était devenu un vrai homme, mais cela me faisait mal de voir qu'il n'était pas accompagné de moi, sa mère, mais de son beau-père. Puis arriva Luana, magnifique dans sa robe de mariée. On aurait dit une princesse. Elle était au bras de son père, souriante, radieuse. Lorsqu'elle passa devant moi, elle ne me regarda même pas.
Ses yeux étaient fixés sur Luis, comme s'il était seul dans l'église, comme si j'étais invisible. La cérémonie était magnifique. Le prêtre parla d'amour, de famille, d'engagement. J'ai pleuré pendant les vœux, en voyant mon fils promettre d'aimer Luana pour toujours. Ce fut le moment le plus émouvant de ma vie. Je voyais mon fils être heureux, réaliser son rêve, mais l'amertume se mêlait à l'émotion. J'observais ce moment de loin, comme une spectatrice. Je n'avais pas participé aux préparatifs, je n'avais pas eu mon mot à dire dans les décisions. J'étais simplement une invitée au mariage du fils que j'avais élevé. Lorsqu'ils s'embrassèrent, scellant leur union, j'applaudis, les larmes aux yeux. Mon fils était marié, il avait trouvé l'amour de sa vie. Malgré toutes les difficultés avec Luana, j'étais sincèrement heureuse pour lui. C'était le moment que j'attendais depuis tant d'années. En sortant de l'église, j'ai tenté d'approcher les mariés pour les saluer, mais il y avait foule, tout le monde voulait leur parler, prendre des photos. J'ai réussi à m'approcher de Luis et à le serrer dans mes bras. Il m'a serré dans ses bras, mais rapidement, presque précipitamment. Il m'a dit qu'il était magnifique et que j'étais très fière de lui. Il a souri et m'a dit « merci », mais regardait déjà les autres. J'ai essayé de parler à Luana, de la saluer, de lui souhaiter du bonheur. Elle m'a remercié froidement, sans chaleur, sans émotion, et ne m'a même pas appelée « belle-mère » comme elle aurait dû le faire. La fête avait lieu à un buffet à l'autre bout de la ville. J'ai repris un taxi, le cœur lourd cette fois. J'avais l'impression d'être une invitée parmi tant d'autres au mariage de mon fils. Je n'avais pas participé aux préparatifs, je n'avais pas de place d'honneur à la cérémonie, je n'avais personne à qui parler. En arrivant au buffet, j'ai été une fois de plus impressionnée par le luxe. Une décoration raffinée, de belles tables, des fleurs partout, ça a dû coûter une fortune. Une partie de cet argent m'appartenait, sur les 45 000 réaux que j'avais donnés pour aider, mais personne ne le savait. Personne ne m'en a attribué le mérite. J'ai cherché ma table à nouveau. Je ne savais pas où m'asseoir. J'ai trouvé une employée du buffet et lui ai demandé où était ma place. Elle a consulté une liste et m'a conduit à une table au fond de la salle. La table numéro 12. Loin de celle des mariés, loin de celle des familles importantes. J'étais assis à une table avec des inconnus, des cousins éloignés de Luana, des collègues de Luis, des gens que je ne connaissais pas vraiment. J'ai essayé d'engager la conversation, mais c'était difficile. Je me sentais perdue, dépaysée, et je n'avais rien en commun avec eux. Pendant le dîner, j'ai observé la table des mariés. La table numéro 1, en plein centre de la salle. Il y avait Luis et Luana, rayonnants, discutant avec animation avec leur famille. Les parents de Luana étaient à leur côté, riant, trinquant, participant à chaque instant. Je voulais être là, participer à ce moment spécial, mais j'étais loin, presque invisible. J'ai vu le père de Luana se lever et porter un toast émouvant. J'ai vu la mère de Luana serrer Luis dans ses bras comme s'il était son propre fils. Je les ai regardés prendre des photos, toujours tous les 4 ensemble, la nouvelle famille. Et j'étais là, seule à la table 12, observant de loin. Les personnes assises à ma table ont essayé de m'inclure dans la conversation. Elles m'ont demandé quelle était ma relation avec les mariés, comment je les avais rencontrés. J'ai répondu que j'étais la mère de Luis, mais je voyais la surprise dans leurs yeux. Car si j'étais la mère du marié, pourquoi étais-je assise au fond? Parce que j'étais à la table d'honneur. Après le dîner, les discours ont commencé. Le père de Luana a d'abord pris la parole, remerciant tout le monde d'être venu et souhaitant beaucoup de bonheur au couple. Il a parlé de sa joie d'avoir un fils, de la valeur de Luis. Tout le monde a applaudi avec émotion. Puis la mère de Luana prit la parole, visiblement émue, et exprima sa joie de voir sa fille épouser un homme aussi merveilleux. Elle raconta comment elle avait accueilli Luis comme son fils dès le premier jour, comment il faisait désormais partie de sa famille. Des larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de joie. J'attendais mon tour. Après tout, j'étais la mère du marié. J'avais préparé quelques mots. Je voulais remercier tout le monde d'être venu, raconter un peu l'histoire de Luis. Je voulais parler de la façon dont je l'avais élevé, dire à quel point j'étais fière de lui, mais mon tour n'est jamais venu. Personne ne m'a invité à parler. L'hôte de la fête n'a même pas prononcé mon nom. C'était comme si je n'existais pas, comme si Luis n'avait pas de mère, ou plutôt, comme si ses mères étaient les parents de Luana, qui avaient parlé de lui avec tant d'émotion. Quand Luis s'est levé pour parler, mon cœur s'est emballé. Finalement, il allait parler de moi, il allait me remercier pour tout ce que j'avais fait pour lui. Il allait raconter à tout le monde comment je l'avais élevé, comment je m'étais dévouée à lui, comment j'avais sacrifié ma vie pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Il a commencé par remercier tout le monde d'être venu. Il a parlé de l'amour qu'il ressentait pour Luana, de sa joie de l'avoir retrouvée. Puis il a commencé à parler de gratitude,
des personnes qui comptaient pour lui. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde l'entendrait. Le moment est venu, me suis-je dit. Il va parler de moi maintenant. Il va dire à tout le monde combien j'étais importante dans sa vie. Il va m'appeler, me serrer dans ses bras, me remercier publiquement. Mais alors, il a prononcé des mots qui ont brisé mon âme à jamais. Des mots qui résonnent encore dans ma tête 3 mois plus tard. Des mots qui ont complètement changé ma vie et m'ont fait réaliser à quel point j'avais été stupide pendant 41 ans. Mais alors, il a prononcé des mots qui ont brisé mon âme. Je tiens à remercier tout particulièrement ma vraie mère, qui a toujours été à mes côtés, qui m'a accueilli comme un fils dès le premier jour, qui m'a donné tout l'amour dont j'avais besoin et m'a directement orienté vers la mère de Luana. Le monde s'est effondré autour de moi. Moi, qui l'avais élevé depuis ses 3 ans, qui avait tout abandonné pour lui, qui avait travaillé jour et nuit pour lui offrir une vie décente, j'ai été complètement effacée. La mère de Luana, qui ne le connaissait que depuis 6 ans, était sa vraie mère. 41 ans d'amour inconditionnel ont été gâchés par une seule phrase. J'ai senti tout le monde me regarder, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide, d'autres faisant semblant de ne pas entendre. Le silence qui a suivi ces mots était assourdissant. J'étais humiliée publiquement au mariage de mon propre fils. 41 ans d'amour inconditionnel effacés par une seule phrase. Mais je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait d'histoire, je ne me suis pas levée pour protester. Je suis restée assise là, la tête haute, faisant semblant de ne pas entendre. À l'intérieur, quelque chose est mort. La mère dévouée, la femme qui vivait pour son fils, Martha, qui pardonnait toujours tout, est morte à cet instant. Ce qui était né à cet endroit était quelque chose que j'ignorais. Une froideur, une détermination, la certitude que je ne méritais pas ça, que personne ne méritait d'être traité ainsi. J'ai regardé Luis à l'hôtel, serrant la mère de Luana dans ses bras, comme si elle était vraiment la personne la plus importante de sa vie. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant pour mon fils. Dédaigneux, la fête a continué comme si de rien n'était. Les gens ont recommencé à parler, à rire et à trinquer. Certains voisins qui me connaissaient m'ont regardé avec gêne, mais personne n'est venu me parler. Personne n'a remis en question ce qui s'était passé. Tout le monde a simplement fait comme si c'était normal qu'une mère soit complètement ignorée au mariage de son propre fils. Assis à cette table au fond de la salle, j'ai commencé à faire des calculs mentaux. 45 000 1000 R. C'est ce que j'avais donné pour ce mariage, tout mon argent, toutes mes économies pour financer la fête où j'avais été humiliée publiquement. L'ironie était si amère que j'en avais presque le goût dans la bouche. Pendant le reste de la fête, j'ai regardé mon fils. Il a dansé la valsa avec Luana, puis avec sa mère. Une danse émouvante, où il s'est montré affectueux, où elle a pleuré de joie. La danse qui aurait dû être avec moi, le moment dont j'avais rêvé pendant des années, le voir danser avec sa mère au mariage. Personne ne m'a invité à danser, personne n'est venu me parler. J'étais comme un fantôme à cette fête, présente mais invisible. À 22 heures, alors que la fête battait encore son plein, je me suis levée en silence et je suis partie. Personne ne m'a remarqué, ni Luis, ni Luana, ni personne. J'ai pris un taxi et je suis rentrée chez moi. Pendant le trajet, le chauffeur a essayé d'engager la conversation, m'a demandé si la fête s'était bien passée. J'ai dit oui, mais ma voix était étrange, étranglée. Il a dû sentir que quelque chose n'allait pas, car il n'a pas poursuivi la conversation. Je suis rentrée chez moi et je me suis assise dans le salon sombre. Je n'ai allumé ni la lumière ni la télévision, je suis restée assise là, silencieuse, à digérer tout ce qui s'était passé. Mon fils m'avait effacé de sa vie de la manière la plus cruelle qui soit, devant tout le monde, au moment le plus important de sa vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, revivant chaque seconde de ce discours. Les mots de Luis résonnaient dans ma tête. Ma vraie mère, comme si j'étais une imposteuse, une imposture, quelqu'un qui s'était fait passer pour sa mère pendant toutes ces années. Au lever du soleil dimanche, j'avais déjà pris une décision. Je n'allais plus être la Martha soumise, la mère qui ravalait n'importe quelle insulte au nom de l'amour, et montrer à mon fils qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie, que certains maux sont irréparables, certaines blessures sont incurables. Je me suis levée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris une douche, me suis préparée et suis allée dans mon placard. Au fond, derrière les vieilles couvertures, se trouvait un dossier contenant tous les documents de ma vie financière. Relevés bancaires, reçus d'investissement, actes notariés, tout y était. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à faire le calcul. Outre les 45 000 réaux que j'avais donnés pour le mariage, j'avais plus d'argent de côté, bien plus que Luis ne l'imaginait, un héritage que j'avais reçu. Toutes mes économies étaient destinées à Louise, pour le lui léguer à ma mort, pour l'aider en cas de besoin,
pour assurer sa sécurité financière. Mais maintenant, après cette humiliation, je ne voulais plus lui laisser un centime. Lundi matin, je suis allée à la banque, j'ai retiré tous mes placements et j'ai transféré tout l'argent sur un nouveau compte ouvert uniquement à mon nom. Puis je suis allée chez le notaire et chez l'avocat. Je voulais rédiger un nouveau testament, excluant totalement Luis de mon héritage. Le docteur Enrique, l'avocat qui m'a suivi, a été surpris par ma décision. Il m'a dit que c'était très radical et que je devais y réfléchir, mais j'étais déterminée. J'ai expliqué ce qui s'était passé dans notre mariage, comment j'avais été humiliée publiquement. Il a secoué la tête avec indignation et m'a dit qu'il ferait ce que je demandais, mais que rédiger un testament excluant Luis ne suffirait pas. Je voulais faire quelque chose de plus, quelque chose qui lui montrerait vraiment ma valeur. C'est alors que j'ai eu une idée qui allait tout changer. J'ai cherché des informations sur les ONG qui aidaient les mères célibataires, les femmes abandonnées et les femmes âgées vulnérables. Je voulais créer une fondation, utiliser mon argent pour aider des femmes comme moi, des femmes qui avaient tout donné pour leur famille et qui avaient été mises à l'écart. J'ai discuté avec plusieurs avocats spécialisés en droit civil. Ils m'ont expliqué comment créer une fondation et les procédures juridiques. C'était complexe, mais j'étais déterminée. J'utiliserais mon héritage pour améliorer la vie d'autres femmes. Pendant que je réglais ces questions juridiques, j'ai commencé à réfléchir à ma propre vie. J'avais 68 ans, j'étais en bonne santé et j'avais assez d'argent pour vivre confortablement. Pourquoi devais-je rester dans cette maison, dans cette ville, entourée de souvenirs douloureux? C'est alors que je me suis souvenue de ma cousine Conceição, qui vivait à Balneario Camboriú. Elle m'invitait toujours à lui rendre visite. Elle disait que j'aimerais l'ambiance de la plage, les gens. Il était peut-être temps d'accepter l'invitation. Peut-être était-il temps de repartir à zéro ailleurs. J'ai appelé Conceição et lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Elle était outrée, injuriait Luis. Elle m'a dit que je devrais le poursuivre en justice pour négligence envers les personnes âgées, mais je ne voulais pas le faire. Je voulais juste qu'il comprenne que je n'étais plus la Martha soumise qu'il connaissait. Conceição m'a invité à vivre avec elle. Elle m'a dit qu'elle avait un grand appartement et que nous serions bien ensemble. L'idée m'enthousiasmait. Ce serait un nouveau départ, loin de tout ce qui me rappelait mon ancienne vie. Une semaine après le mariage, Luis est arrivé à la maison. Il est arrivé souriant, valise à la main, pensant que tout était normal. Il m'a dit qu'il était de retour de lune de miel et qu'il voulait me raconter tout le voyage, comme si de rien n'était, comme si cette humiliation publique n'était qu'un rêve. Il s'est assis dans le salon, a sorti l'album photo de la lune de miel et a commencé à me montrer des photos de lui et Luana à Cancun, souriant, heureux, vivant le plus beau moment de leur vie. J'ai regardé les photos poliment, mais j'avais le cœur froid. Je n'éprouvais plus la joie que j'avais ressentie avant de le voir heureux. Lorsqu'il a fini de me montrer les photos, il m'a demandé comment j'allais, s'il m'avait manqué. Je lui ai dit que j'allais bien, qu'il n'y avait aucun problème. Il a été surpris par ma froideur, mais cela ne semblait pas le déranger. Je lui ai dit que Luana voulait m'inviter à dîner dans leur nouvelle maison ce week-end. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui faire part de mes décisions. Je lui ai dit que je ne pourrais pas dîner avec eux parce que je déménageais, que j'avais décidé de vivre à Balneario Camboriú avec mon cousin et que la maison serait fermée pour le moment. Louise était sous le choc. Il m'a demandé pourquoi j'avais pris cette décision, si c'était à cause de quelque chose qu'il avait fait. L'innocence de sa question m'a profondément irritée. Il ne comprenait vraiment pas la gravité de ce qui s'était passé au mariage. Je lui ai expliqué froidement son discours, mon humiliation, comment il m'avait effacé de sa vie. Je lui ai dit que s'il considérait la mère de Luana comme sa vraie mère, alors j'étais libre de vivre ma vie. Il a essayé de me contredire, disant que j'exagérais, que c'était juste un discours émotionnel, qu'il n'avait rien voulu me dire contre moi, mais je ne voulais plus accepter de vaines excuses. Je lui ai dit que ma décision était prise. Ce soir-là, après son départ, j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai séparé les vêtements, les livres et les effets personnels que je voulais emporter. Les autres resteraient à la maison, enveloppés dans des draps, en attendant une décision concernant leur avenir. 3 jours plus tard, les documents de la fondation étaient prêts. Fondation Martha Santos, soutien aux femmes en situation de vulnérabilité. Tout mon héritage, tous mes biens, tout serait utilisé pour aider des femmes comme moi. Des femmes qui avaient tout donné et qui étaient oubliées. Le lendemain, j'ai pris le bus pour Balneario Camboriú. Je n'avais emporté que 2 valises et une certitude. Ma vie ne faisait que commencer. À 68 ans, j'avais enfin trouvé le courage de vivre pour moi-même. Balneario Camboriú m'a accueilli avec une fraîcheur que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. À ma descente du bus à la gare routière, ma cousine Conceição m'attendait avec un sourire chaleureux.
Elle avait 71 ans, des cheveux gris soigneusement coupés et une énergie à faire pâlir d'envie n'importe quel jeune. Nous nous sommes serrés dans nos bras, et j'ai su que je prenais la bonne décision. L'appartement de Conceição était situé au 10e étage d'un immeuble, à 2 rues de la plage. En entrant et en découvrant la vue sur l'océan pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. J'étais enfin dans un endroit où je pouvais respirer sans subir le poids des attentes des autres. Conceição m'avait préparé une chambre d'amis, simple mais confortable, avec une fenêtre donnant sur l'océan. Elle m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voulais, qu'elle était heureuse d'avoir de la compagnie. Ce premier soir, je me suis assis sur le balcon à écouter le bruit des vagues et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé me promener sur la plage. Le sable doux en contrebas, l'odeur de la mer, les premiers rayons de soleil caressant ma peau. C'était comme si je découvrais le monde pour la première fois. J'ai marché pendant plus d'1 heure, respirant profondément, sentant chaque cellule de mon corps se renouveler. En chemin, j'ai rencontré d'autres personnes de mon âge qui faisaient du sport, discutaient et profitaient pleinement de la vie. Une dame nommée Dolores m'a salué et a engagé la conversation. Elle avait 72 ans, était veuve et avait déménagé en ville 5 ans plus tôt. Il disait que c'était la meilleure décision de sa vie. Dolores m'a raconté qu'elle participait à un groupe de personnes âgées qui se réunissaient 3 fois par semaine. Ils faisaient de la gymnastique de plage, des cours de danse, des activités manuelles et des sorties culturelles. Elle m'a invité à m'inscrire, et j'ai accepté immédiatement. Depuis combien de temps n'avais-je pas rejoint un groupe par plaisir, et non par obligation? Les premiers jours, j'ai établi une routine qui me faisait du bien. Je me levais tôt, me promenais sur la plage, prenais le petit déjeuner avec Conceição, lisais des livres que j'avais achetés et discutais avec les nouveaux amis que je me faisais. C'était une vie simple, mais c'était ma vie. Personne n'exigeait rien de moi. Personne ne s'attendait à ce que je sois quelqu'un d'autre que moi. Une semaine après mon arrivée, Luis m'a appelé. Il était inquiet. Il m'a dit qu'il était passé à la maison à Sorocaba et qu'il avait constaté que tout était fermé. Il voulait savoir comment j'allais, si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai répondu que j'allais bien, que j'appréciais la nouvelle ville, que je n'avais besoin de rien. Il a été surpris par mon ton. J'étais différent, plus sûr de moi, plus posé. Il m'a demandé quand je reviendrais, si c'était juste des vacances. J'ai répondu que je ne savais pas quand, que j'envisageais de rester plus longtemps. La conversation était polie, mais froide. Je ne voulais plus faire semblant que tout était normal entre nous. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à participer aux activités du groupe de Dolores. La première était un cours de danse sur la plage. Moi qui n'avais pas dansé depuis plus de 20 ans, je me suis retrouvée à bouger au rythme de la musique, à rire de mes erreurs, à m'amuser comme un adolescent. C'était libérateur de découvrir que je pouvais encore apprendre de nouvelles choses. C'est dans ce groupe que j'ai rencontré Donna Rosa, une femme de 75 ans qui avait créé une petite bibliothèque communautaire dans le quartier. Elle avait besoin de bénévoles pour l'aider à s'organiser et à la soutenir. Je me suis portée volontaire immédiatement. J'avais toujours aimé les livres, et l'idée d'aider les autres à accéder à la lecture me passionnait. En travaillant à la bibliothèque, il avait découvert des histoires fascinantes. Des enfants venant faire leurs devoirs faute de place à la maison, des jeunes préparant des concours, des seniors découvrant le plaisir de lire après 70 ans. Je me sentais utile comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. 1 mois après mon arrivée, j'ai reçu une communication inattendue. C'était le docteur Enrique, l'avocat de Sorocaba. Il avait besoin de ma signature pour certains documents. J'ai décidé de retourner en ville juste pour régler ces questions juridiques. Le voyage de retour fut étrange. Lorsque le bus arriva à Sorocaba, il ressentit une oppression. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de l'anxiété, comme si je retournais dans un endroit qui ne m'appartenait plus. Je ne suis restée que 2 jours, le temps de signer les papiers et de visiter la maison. Elle était exactement comme je l'avais laissée, fermée, sentant le moisi, pleine de souvenirs qui ne me faisaient plus aucun bien. J'ai traversé les pièces et j'ai eu l'impression que la vie ne m'appartenait plus. Cette Martha, qui ne vivait que pour son fils, était restée enfouie entre ses murs. Dans le cabinet du docteur Enrique, j'ai signé les derniers documents de la Fondation Martha Santos. Il m'a expliqué que tout était en ordre, que mon héritage servirait à soutenir les femmes vulnérables. J'ai ressenti une immense fierté. Mon argent changerait la vie d'autres personnes. Avant de retourner à Balneario Camboriú, je suis passée chez mon ancienne voisine, Donna Teresa. Elle a été surprise de me voir et m'a dit que je lui manquais. Je lui ai parlé de ma nouvelle vie à la plage, de mon bonheur. Elle a remarqué que j'avais l'air plus jeune, plus énergique.
Donna Teresa m'a raconté que lui s'était passé plusieurs fois prendre de mes nouvelles. Il s'est dit inquiet, ne pas comprendre ma décision. Elle a dit avoir essayé de lui expliquer l'humiliation du mariage, mais il a insisté sur le fait que j'exagérais. De retour à Balneario Camboriú, je me suis plongée tête baissée dans ma nouvelle routine. En plus de travailler à la bibliothèque, j'ai commencé à participer à une chorale pour personnes âgées. J'ai découvert qu'il avait une voix agréable et qu'il adorait chanter. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas fait quelque chose juste pour le plaisir? Conceição était ravie de ma transformation. Elle m'a dit que j'étais arrivée différente et que je devenais une autre personne. Plus joyeuse, plus déterminée, plus maîtresse de moi-même. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, je vivais pour moi-même. 3 mois après avoir emménagé, j'ai décidé que je voulais mon propre espace. Aussi merveilleux que soit Conceição, je voulais ma propre maison, mes propres affaires, ma totale indépendance. J'ai cherché des appartements dans le quartier et j'en ai trouvé un petit mais charmant avec vue sur l'océan. C'était un 2 pièces au 5e étage, meublé et prêt à emménager. Le loyer correspondait parfaitement à mon budget. Lorsque j'ai signé le contrat, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue. Pour la première fois de ma vie, j'avais un chez-moi qui m'appartenait entièrement. J'ai emménagé dans l'appartement un samedi matin ensoleillé. Conceição m'a aidé à tout organiser, et cet après-midi-là, nous avons pris le thé pour fêter ça. Nous avons invité Dolores, Donna Rosa et d'autres amis que je m'étais faites. C'était ma première fête en tant que maîtresse de ma vie. Ce soir-là, assise sur le balcon de mon appartement, contemplant la mer au clair de lune, j'ai reçu un appel de Luis. Il était différent, plus sérieux. Il a dit qu'il voulait me parler en personne, qu'il envisageait de venir me rendre visite. Je lui ai répondu qu'il était le bienvenu, mais que je ne changerais pas d'avis sur ma nouvelle vie. Ce lien m'a fait réfléchir à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. J'avais quitté Sorocaba brisée, humiliée, invisible, et maintenant j'étais une femme indépendante, avec des amis, des activités, des projets. J'avais découvert qu'il était possible d'être heureuse sans vivre pour les autres. 2 semaines plus tard, lui s'est arrivé à Balneario Camboriú. En ouvrant la porte de l'appartement et en le voyant là, j'ai ressenti un mélange d'émotions. C'était mon fils. Je l'aimais toujours. Mais ce n'était plus l'amour aveugle et soumis d'avant. C'était un amour conscient, avec des limites. Il est entré dans l'appartement et a été impressionné. Il a dit que j'étais belle, que l'endroit était magnifique. Nous avons discuté quelques heures, mais c'était une autre conversation. Je ne cherchais plus à lui faire plaisir. Peu m'importait qu'il approuve ou non mes décisions. Lorsqu'il m'a demandé quels étaient mes projets, si j'avais l'intention de retourner à Sorocaba, j'ai répondu que je l'ignorais, que j'étais heureuse là où j'étais, que j'avais trouvé ma place. Il a été déconcerté par ma réponse. Je pense qu'il s'attendait à trouver une femme fragile, pleine de regrets, désireuse de retrouver son ancienne vie. Mais la femme qu'il a trouvée était une femme qu'il ne connaissait pas. C'était la vraie Martha, celle qui avait été cachée pendant des décennies. Et cette Martha avait beaucoup à dire sur ce qu'elle attendait de la vie et des relations désormais. Lui s'est resté 3 jours à Balneario Camboriú et, chaque jour qui passait, je réalisais à quel point il était mal à l'aise avec la nouvelle Martha qu'il avait rencontrée. Il s'attendait à trouver une femme dépendante et nécessiteuse, suppliant de retourner à son ancienne vie, mais il a trouvé quelqu'un qui n'avait plus besoin de lui pour être heureux. Le 2e jour de la visite, je l'ai emmené visiter la bibliothèque où je travaillais comme bénévole. Donna Rosa l'a accueilli chaleureusement et a tenu à lui raconter comment j'étais devenue une actrice clé du projet, comment j'organisais les livres, aidais les enfants à faire leurs devoirs et créais des activités pour encourager la lecture. J'ai lu l'étonnement dans les yeux de Luis. Il découvrait une facette de moi qu'il avait complètement ignorée. Pendant toutes ces années à vivre uniquement pour lui-même, j'avais caché mes propres talents, mes propres rêves. Maintenant, à 68 ans, il s'épanouissait. Ce soir-là, nous avons dîné à l'appartement. J'ai préparé un repas simple mais délicieux. Au cours de la conversation, il a remarqué que j'avais l'air d'une personne différente, plus sûre d'elle et déterminée, et m'a demandé si la vie à Sorocaba, mon ancienne routine, ne me manquait pas. J'ai répondu que certaines choses me manquaient, mais que je n'échangerais ma nouvelle vie contre rien au monde. Pour la première fois, je vivais pour moi-même, faisant des choix en fonction de ce qui me rendait heureuse, et non de ce qu'on attendait de moi. C'était un sentiment libérateur qu'il ne comprendrait probablement jamais. Le 3e jour, Louise a enfin trouvé le courage d'aborder le sujet qui le tracassait vraiment. Il m'a interrogé sur mon testament, sur les rumeurs qui circulaient à Sorocaba, selon lesquelles j'avais créé une fondation. Il a dit s'inquiéter pour mon avenir financier. Je lui ai calmement parlé de la fondation Martha Santos, de ma décision d'utiliser mon héritage pour aider les femmes en situation de vulnérabilité, des femmes qui, comme moi, avaient consacré leur vie aux autres et étaient oubliées,
que je trouvais plus juste que de laisser de l'argent à ceux qui ne me valorisaient pas. Son visage a complètement changé. Pour la première fois, je crois qu'il a compris la gravité de ce qu'il avait fait dans le mariage. Ce n'était pas seulement une question d'orgueil blessé. C'était une question de respect, de reconnaissance, de dignité, des choses qu'il m'avait publiquement refusées. Il a essayé de discuter, disant que nous pouvions parler, qu'il avait appris de son erreur, mais je lui ai expliqué qu'il ne s'agissait pas de punition ou de vengeance, mais de justice. Il avait fait un choix en m'humiliant. Je faisais le mien. Avant de partir, Luis m'a serré dans ses bras différemment. Ce n'était pas l'étreinte formelle habituelle. C'était l'étreinte de quelqu'un qui comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Il a dit qu'il respectait ma décision, mais qu'il voulait rester en contact, qu'il voulait apprendre à connaître la femme courageuse que j'étais devenue meilleure. Après son départ, je me suis assise sur le porche et j'ai repensé à notre rencontre. Je n'éprouvais ni colère, ni tristesse, mais une paix profonde. Le cycle était terminé. J'avais réussi à me libérer du fardeau de ne vivre que pour lui. Et il commençait à comprendre les conséquences de ses actes. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de lui, une longue lettre manuscrite, dans laquelle il s'excusait sincèrement pour ce qui s'était passé dans notre mariage. Il m'a dit que ce n'était que maintenant qu'il comprenait tout ce que j'avais sacrifié pour lui, combien j'étais importante, que la mère de Luana ne pourrait jamais occuper la place que j'avais autrefois occupée dans sa vie. La lettre m'a émue, mais elle n'a pas changé mes décisions. C'était bon de savoir qu'il comprenait, que j'avais grandi, mais que je n'avais plus besoin de sa reconnaissance pour me sentir complète. J'avais trouvé ma propre source de bonheur. J'ai répondu à sa lettre avec amour mais fermeté. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, que je n'avais aucune rancune, mais que ma nouvelle vie ne faisait que commencer. Il était le bienvenu pour lui rendre visite, pour apprendre à connaître la femme que j'étais devenue, mais que notre relation serait différente désormais. À la Fondation Marta Santos, chaque histoire que nous entendions me confirmait que j'avais pris la bonne décision. La première femme que nous avons aidée était Donna Céleste, une femme de 74 ans chassée de chez elle par ses enfants. La voir retrouver sa dignité était plus gratifiante que n'importe quel câlin d'un fils. Donna Rosa m'a suggéré de raconter mon histoire lors d'un événement à la bibliothèque. Elle m'a dit que cela pourrait inspirer d'autres femmes à ne pas accepter le manque de respect et à valoriser leur propre vie. J'ai d'abord hésité, puis j'ai réalisé que cela pouvait être utile. Le jour de la conférence, la salle était pleine à craquer. Des femmes de tous âges, dont beaucoup avaient des histoires similaires à la mienne. Je lui ai raconté mon parcours, comment j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour tout recommencer, qu'aucune femme ne devrait accepter d'être invisible dans sa propre vie. À la fin, une femme de 75 ans m'a abordée. Elle m'a dit que ses enfants la poussaient à vendre sa maison pour les aider financièrement, qu'elle avait toujours cédé à tout, mais que mon histoire l'avait fait réfléchir. Nous avons eu une longue conversation, et elle est repartie déterminée à défendre ses propres intérêts. Un mois après la création de la fondation, nous avons organisé notre première action caritative. Luis est venu de Sorocaba pour y participer. Il semblait sincèrement fier de ce que j'avais construit. Pendant son discours, il m'a qualifiée de femme la plus courageuse qu'il connaisse. Cette fois, ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais ce qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'est de voir les 3 femmes que la fondation avait déjà commencé à aider, chacune racontant son histoire de dépassement de soi, de nouveau départ, de découverte de sa propre force. J'avais transformé ma douleur en but, mon humiliation en espoir pour les autres. Aujourd'hui, 3 mois après ce mariage fatidique, je peux dire que je suis une femme épanouie. Non pas parce que j'ai réussi à me venger de la famille qui m'a maltraitée, mais parce que j'ai réussi à me libérer d'une situation qui m'a diminuée. Mon quotidien à Balneario Camboriú est riche et enrichissant. Je travaille à la bibliothèque 3 matins par semaine. Je participe à la chorale les mardis et jeudis. Je coordonne les activités de la fondation le samedi. Je prends des cours de peinture le mercredi. Je me promène sur la plage tous les jours à l'aube. Luis me rend visite dès qu'il le peut. Notre relation s'est grandement améliorée ces 3 mois, mais sur des bases complètement différentes. Il me respecte car il a compris qu'il n'avait pas le choix. Je ne suis plus la mère en quête désespérée de miettes d'affection. Je suis une femme indépendante qui choisit quand et comment entrer en relation avec lui. Luana ne m'a plus jamais adressé la parole directement. Selon Louise, elle avait du mal à accepter cette nouvelle dynamique. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point j'ai changé en si peu de temps. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas changé. Je suis simplement redevenue celle que j'ai toujours été, malgré des décennies de soumission. Parfois, assise sur le balcon de mon appartement, contemplant la mer sous la lumière du soleil couchant, je pense à la façon dont la vie peut prendre des tournants inattendus en seulement 3 mois. Ce discours humiliant au mariage n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'une nouvelle vie. Le silence ce jour-là, au mariage, où mon fils m'a humilié publiquement,
a été le plus puissant de ma vie. C'était le silence d'une femme qui avait enfin trouvé sa force. Et cette force, une fois découverte, a transformé non seulement ma vie, mais celle de dizaines d'autres femmes. Si vous êtes une femme qui lit cette histoire et que vous vous y reconnaissez, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Il n'est jamais trop tard pour exiger le respect, il n'est jamais trop tard pour choisir son propre bonheur. Votre vie vaut bien plus que les miettes d'attention qu'on pourrait vous offrir. Aujourd'hui, à 68 ans, j'ai des projets d'avenir. Je veux étendre cette fondation à d'autres villes. Je veux écrire un livre sur mon expérience. Je veux voyager dans des endroits que j'ai toujours rêvé de visiter. J'ai une liste de rêves que j'ai gardés enfouis au fond de moi, et maintenant je les réalise un par un. Je m'appelle Marta Santos Silva. Pendant 68 ans, je n'étais que la mère de Luis. Aujourd'hui, je suis Marta, une femme accomplie et indépendante qui a choisi de vivre sa vie. Et je peux vous assurer que c'est la meilleure version de moi-même que j'ai jamais connue. Le silence que j'ai gardé ce jour humiliant est devenu ma plus grande force, et cette force m'a fait découvrir que le bonheur ne consiste pas à être indispensable aux autres, mais à être important pour soi-même. Et personne ne pourra jamais me l'enlever. Si cette histoire vous a touché, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. À ma place, que feriez-vous? Votre message pourrait illuminer la journée de quelqu'un.